Bienvenue dans Bulle de bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches, mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Dans cet épisode 290, nous allons explorer une situation qui touche presque tous les couples. Vous savez, ce moment où un mot banal déclenche une réaction disproportionnée. Pourquoi l'un parle et l'autre entend autre chose? Comment nos histoires, nos besoins et nos styles d'attachement créent des malentendus? Avec des études scientifiques et des pistes concrètes, vous allez écouter dans cet épisode et trouver des aides pour retrouver un dialogue plus fluide, plus doux et plus complice. Avant de plonger dans notre sujet du jour, j'aimerais vous dire un petit mot sur mon livre 52 idées pour prendre le temps d'être heureux. Ce livre est né exactement de ces situations où nous avons besoin de prendre un pas de recul, de comprendre ce qui se passe en nous et dans nos relations et de trouver des gestes simples pour remettre de la douceur et du liant dans notre quotidien. Si vous avez envie d'outils concrets, accessibles et parfois même ludiques pour mieux vous connaître, mieux connaître votre conjoint, mieux vous aimer et cultiver un lien plus serein avec ceux qui comptent pour vous, ce livre pourrait vraiment vous accompagner. Alors vous le trouvez sur notre site 2minutesdebonheur.com ou sur amazon.fr. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Ce matin, j'ai demandé à mon compagnon s'il pouvait passer chercher le colis. Il m'a répondu: « Tu crois que j'ai que ça à faire ?» Et d'un coup, j'ai senti une boule dans le ventre. Pourquoi réagit-il comme ça? Je pose une question, il entend une critique. Et plus je tente d'expliquer, plus ça dérape. Alors ça me chicote. Pourquoi certaines fois on n'arrive plus à se comprendre alors qu'on s'aime? Dans le couple, chacun croit dire quelque chose de clair. Et pourtant, l'autre entend tout à fait autre chose. Nous parlons avec nos mots, avec notre intention du moment, et en face, l'autre reçoit ce que nous venons de dire avec son histoire, avec sa fatigue, avec son humeur, parfois même avec ses anciennes blessures. Et c'est là que la distorsion se glisse, discrète et parfois destructrice. Ce décalage, comme vous l'entendez, entre ce que nous pensons exprimer et ce que l'autre perçoit, est l'une des grandes sources de tension dans les couples. Nous croyons réagir à ce que l'autre dit, alors qu'en réalité, nous réagissons souvent à ce que nous croyons ce que l'autre a dit. Et ça change tout. Exemple, quand une question de logistique devient une attaque. Imaginez un soir, un homme dit « Tu as pensé à fermer la porte du garage ?» Dans sa tête, c'est juste une question de logistique presque automatique. Et sa femme entend « Bah, t'oublies toujours tout, tu n'es pas fiable. » Et du coup, là ça pique, la voix se tend, la réponse devient sèche « Ben ouais, ça va, je gère. » Le premier, l'homme, ne comprend pas. « Mais pourquoi tu t'énerves? Je te demande juste un truc. » Et la femme ressent une remise en question. Pourtant, au départ, personne n'a voulu attaquer personne. C'est simplement l'histoire intérieure de chacun qui s'est invité dans la conversation. Comme une journée épuisante, un besoin de reconnaissance non dit, une sensibilité sur le thème de la fiabilité, et voilà comment une question anodine se transforme en une tension. En fait, notre cerveau, parfois, perçoit les choses à sa manière et déforme les échanges. Alors la faute à qui? C'est la faute de notre amygdale. Vous savez, cette petite structure du cerveau qui détecte le danger et déclenche très vite les émotions de survie comme la peur ou la colère. Elle est située au cœur du cerveau, dans le lobe temporal, de chaque côté, juste à côté de l'hippocampe, qui est la source de nos souvenirs. Pour ça que, en colère, on se souvient de bien des choses. Dit autrement, l'amygdale, elle est bien cachée et elle est toujours en alerte. Par exemple, quand l'attachement s'active, la peur de décevoir, de perdre l'autre, de mal faire, l'amygdale, elle va, à ce moment-là, s'emballer. Et un mot banal peut être vécu comme une attaque. Pas parce que l'autre est agressif, simplement parce que notre système d'alarme interne, notre amygdale est déjà en alerte. Le cerveau veut nous protéger. Pourtant, il déforme ce qui arrive. J'en parle dans les épisodes 277 et 278. Exemple. Une question qui réveille un danger émotionnel. Prenons une scène très courante. L'un dit, de façon neutre, « Tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire tout à l'heure ?» Question simple.
Sauf que le conjoint est fatigué, un peu sur la défensive. Après une journée compliquée, il entend « T'as mal parlé, t'as dit quelque chose de travers ?» Son amygdale s'active, la tension monte, avant même qu'il réfléchisse et il répond « Pourquoi tu me cherches? C'est comme la dernière fois ?» L'intention n'était pas de critiquer. Cependant, le cerveau lui a interprété la question comme un danger émotionnel. Et résultat, un mot banal peut être perçu comme une attaque. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent. Nous ne parlons pas toujours depuis la même position et ça change tout. D'un côté, il y a ce que nous disons, de l'autre, il y a la position intérieure depuis laquelle nous parlons et en face, la position depuis laquelle l'autre reçoit. Ces positions-là, elles viennent de plusieurs grands courants que j'utilise toujours en thérapie. La théorie d'attachement, bien sûr, et les recherches de John Gottman sur les couples, j'en ai déjà parlé plein de fois. Ensuite, tout ça, ça nous montre que la même phrase peut être envoyée d'un endroit et reçue à tout un autre endroit. Et c'est là que les malentendus fleurissent. Il y a 4 positions: informatif, demande, critique et remise en question. Première position, la position informatif. Une info qui devient un reproche. On se contente de demander une info, rien de plus. Par exemple, tu as mis les clés quelque part? Pour celui qui parle, c'est neutre. En face, l'autre entend « tu perds toujours tout, tu n'es pas organisé ». Voilà comment un fait devient un reproche. La position demande. Le besoin est vécu comme une pression. Vous demandez un coup de main, un geste, un soutien. Tu pourrais m'aider à débarrasser ce soir? L'intention et la demande est douce. Cependant, l'autre entend « tu ne fais jamais rien, je suis encore seul à tout porter ». Et là, la demande devient une injonction. Troisièmement, la position critique. Une remarque qui est reçue comme un jugement. Même légère, même involontaire. Tu n'as pas fermé la fenêtre. L'un exprime un agacement, l'autre entend « tu n'es pas fiable, tu rates toujours quelque chose ». Et puis la position la plus sensible, la remise en question. Elle touche directement la valeur de la personne. Quelqu'un dit « tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Pour celui qui parle, c'est une inquiétude, un questionnement. Et celui qui la reçoit, c'est « tu prends toujours de mauvaises décisions, tu ne peux pas, et je ne peux pas te faire confiance ». Ce qui est à la fois fascinant et douloureux, c'est que ces positions se croisent. L'un parle en mode informatif, l'autre écoute en mode autodéfense, l'un exprime une demande, l'autre entend une accusation, et très vite la conversation glisse vers ce fameux « tu me reproches encore quelque chose », alors qu'à l'origine, rien n'était dit dans ce sens. Et c'est là que vous comprenez à quel point vous pouvez vous aimer profondément et malgré tout ne pas avoir la même conversation, pas par manque d'amour, simplement parce que vos positions intérieures ne s'accordent pas. Et quand nous voyons à quel point ces décalages peuvent s'installer sans que nous nous en rendions compte, je l'entends tout le temps dans mon cabinet, nous comprenons mieux pourquoi certaines discussions prennent feu alors qu'elles étaient censées rester tranquilles. Ce n'est pas la mauvaise volonté, ce n'est pas le manque d'amour, c'est juste que chacun vit la scène depuis son propre mode intérieur. Allez, je change de regard. Alors maintenant, j'aimerais qu'on prenne un pas de recul, faire un petit pas de côté comme je les aime tant. Parce que si ces décalages arrivent si facilement, comment pouvons-nous faire pour les réparer et les repérer? Comment pouvons-nous changer de regard pour se parler autrement, sans tomber dans des pièges habituels? C'est ce qu'on va voir. Premier changement de regard, c'est de se rappeler que derrière les mots se cache bien souvent un besoin. Chaque phrase, même anodine, porte quelque chose, un besoin d'être rassuré, un besoin d'être compris, soutenu, considéré. Alors la vraie question devient, de quoi avons-nous besoin quand nous parlons? Est-ce que nous cherchons une information ou est-ce que nous cherchons un lien? Est-ce que nous espérons un geste, une attention, une présence? Dès que nous commençons à écouter, non pas ce qui est dit, mais ce qui est recherché et ce qui est cherché, la conversation change complètement. Elle devient moins défensive, plus tendre et plus vraie. Illustrons-le par un exemple. Une femme ouvre un soir la porte du frigo, le regarde 3 secondes et dit « il n'y a rien pour le dîner ». Si vous vous arrêtez au mot, c'est une constatation. Pourtant, le frigo est plein, il y a de quoi faire. En fait,
Ce n'est pas ça qu'elle exprime, cette femme. Ce qu'elle dit vraiment, c'est « je suis fatiguée, j'aimerais que tu prennes le relais ce soir ». Ou elle dit à son conjoint « j'ai besoin de soutien, j'ai l'impression de tout porter ». Ou encore « j'aimerais qu'on fasse équipe, que tu vois que là je suis à bout ». Et en face, le mari répond ou le conjoint répond « bah regarde le frigo, regarde il est plein, il y a plein de choses dedans ». Le conjoint répond aux mots, pas aux besoins. Et c'est là que tout va se jouer. Parce que cette femme n'est pas en train de parler de frigo, elle parle de charge mentale, de fatigue, de besoin de partage. Quand nous comprenons ce décalage, la réaction change et la conversation aussi. On avance. Deuxième changement de regard. C'est de comprendre à quel point nos styles d'attachement influencent notre système d'entendre l'autre. Amir Levine, psychiatre et neuroscientifique à l'Université de Columbia, a coécrit un livre qui s'appelle « Attaché », qui est devenu une référence pour comprendre comment nos styles d'attachement influencent notre manière d'aimer. Il démontre très clairement que selon que nous ayons un système d'attachement sécure, anxieux ou évitant, nous réagissons à des signaux bien différents. Un simple mot, un silence, un geste peuvent être interprétés différemment selon notre besoin de sécurité dans la relation. Son travail aide vraiment à comprendre pourquoi deux personnes qui s'aiment peuvent parfois se sentir si éloignées, alors qu'en réalité, elles cherchent exactement la même chose, être rassurées dans le lien. Si vous avez un attachement plutôt anxieux, vous allez avoir tendance à surinterpréter, à voir des dangers émotionnels partout, même lorsque l'intention de l'autre est neutre ou bienveillante. Si vous avez un attachement plutôt évitant, vous allez gérer l'émotion en vous retirant, en minimisant, en vous coupant légèrement de ce que l'autre peut vivre, comme du désintérêt ou de l'abandon, c'est ce que va ressentir l'autre. J'en parle beaucoup dans les épisodes 277 et 278. Du coup, dans un couple, deux personnes peuvent s'aimer profondément et pourtant, elles auront du mal à entendre la même chose. L'un cherche de la proximité, l'autre cherche à calmer la tempête intérieure. L'un dit « tu m'écoutes », l'autre entend « tu n'es jamais assez ». À partir de là, la conversation n'est plus seulement une affaire de mots. Elle devient une rencontre entre deux systèmes d'attachement qui tendent chacun à leur manière de chercher la sécurité. Lorsque nous comprenons ce mécanisme, nous pouvons arrêter de voir l'autre comme susceptible, fuyant ou difficile. Nous le voyons comme quelqu'un qui essaye simplement de se protéger et cherche avant tout la sécurité. Pour compléter, j'aime bien le regard de Sue Johnson, qui est une psychologue clinicienne et l'une des grandes figures de la thérapie de couple moderne. Elle a développé l'EFT, la thérapie centrée sur les émotions. Aujourd'hui, c'est une approche qui est validée scientifiquement et que je trouve particulièrement intéressante pour aider les couples. Son idée centrale est vraiment éclairante. Pour elle, derrière chaque conflit, chaque reproche, chaque silence, il y a un appel au lien. Ce que nous cherchons avant tout, c'est d'être important pour l'autre, d'être rejoint, d'être rassuré. Et quand ce besoin n'est pas nourri, notre système d'attachement s'active. Certains se rapprochent, d'autres se protègent en se retirant. Comprendre cette dynamique transforme complètement la manière de se parler. Dites-vous que votre conjoint n'est pas contre vous. Simplement, il ou elle tente simplement de se protéger. Et Sue Johnson le développe très bien dans son livre « Serre-moi fort ». Quatrième petit pas de côté de changement de regard, c'est John Gottman qui va nous l'apporter, que j'aime particulièrement. Pour moi, c'est l'un des chercheurs les plus connus sur le couple. Et il nous dit, ce n'est pas le fait de se disputer qui abîme une relation, parce que les couples heureux se disputent autant que les autres. La vraie différence, c'est la manière dont ils sortent du désaccord. Effectivement, ce qui compte, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité à réparer, à revenir l'un vers l'autre, à dire « Attends, excuse, je t'ai mal parlé, on va recommencer » ou « Je veux mieux comprendre ce que tu es en train de vivre ». Gottman montre que les couples qui savent se reconnecter rapidement après une tension, même minime, sont ceux qui durent le plus longtemps. Autrement dit, ce n'est pas leur âge qui détermine la qualité du couple, c'est la façon dont chacun va retrouver l'accalmie et comment ils vont la retrouver ensemble. Prenons un exemple. Imaginons une dispute classique, rien de dramatique. L'un rentre tard, l'autre est fatigué, l'attend, la tension monte. T'aurais pu prévenir quand même de ton retard.
J'y ai pas pensé, excuse-moi, mais arrête de me tomber dessus. Le ton se durcit, chacun se braque. Jusque-là, c'est une dispute ordinaire, comme tous les couples en vivent. Moi aussi. Ensuite, il y a 2 façons d'en sortir. Dans la première, chacun campe sur sa position. C'est le mutisme, la rumination. Chacun se renferme, plus personne ne se parle. Et le soir, chacun s'endort de son côté. Le désaccord devient une blessure, puis une distance. C'est ici que le couple s'abîme. Deuxième possibilité. Il y en a un qui fait un petit pas et dit « Écoute, excuse-moi, j'ai réagi vite, j'étais inquiet, je croyais que tu m'avais oublié. » Et l'autre répond « Je suis désolé, je n'ai vraiment pas pensé à t'envoyer un message. » Et là, tout change. Le sujet reste le même, cependant, l'ambiance émotionnelle se transforme. Le couple se rejoint. Et c'est exactement ce que Gottman décrit. La clé n'est pas d'éviter la dispute, c'est de savoir retrouver le chemin le plus vite possible, l'un vers l'autre. Et hop, je me lance. En résumé, les couples ont du mal à se comprendre car 1. Le dialogue est souvent à des positions différentes. 2. Chacun réagit en fonction de la réactivation de son système d'attachement. 3. Ils oublient de regarder le besoin derrière les mots. La petite mousse de la semaine nous vient de Terence Real, un célèbre thérapeute de couple qui nous dit « Ce n'est pas l'amour qui maintient le lien vivant, c'est la capacité à revenir l'un vers l'autre. » Alors à vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose, en couple, un petit exercice en cas de tension. 2 minutes pour se rejoindre. Alors pendant 2 minutes, chacun prend son tour et dit « Voilà ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit. Est-ce que c'est bien ça ?» L'autre ainsi peut ajuster, nuancer, préciser, sans se défendre et sans chercher à avoir raison. Juste pour que vous vous retrouviez tous les deux au même endroit. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Et envoyez-le à des couples que vous connaissez. Ça leur fera sûrement du bien. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à notre newsletter et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo de notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.